Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Florence, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Anaïs, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Alors, le marketing est souvent vu comme un vecteur de consumérisme excessif. Dans cet épisode, on va justement parler de l'impact actuel du marketing sur la société et comment une approche plus responsable peut transformer ce domaine pour le mieux. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Florence Touzé-Rieux, je suis enseignante-chercheuse à Audencia. J'enseigne notamment dans les programmes de l'école de communication Sciences Com à Audencia. Et j'enseigne le marketing et la communication, notamment tout ce qui est lié au branding sous un angle responsable. Et je suis également titulaire de la chaire Impact Positif, qui est une chaire de recherche-action qui a pour mission de produire et diffuser de la connaissance sur tous les sujets qui concernent la transition des business models. C'est ma carte de visite professionnelle. Et puis évidemment, autour de ce sujet, je suis assez active dans l'écosystème marketing et communication responsable en France. Donc je suis membre de Réussir avec un marketing responsable ou de responsable, il y a des thèmes par exemple qui permet de sensibiliser l'univers professionnel à ces questions-là. Je suis également membre d'un comité de mission d'une agence de communication. C'est très riche d'enseignements de voir une entreprise de la communication se transformer à l'aune de sa responsabilité. On discutait là juste avant de notre expérience justement à Audencia, parce que moi j'ai moi-même été diplômée d'Audencia il y a 9 ans déjà maintenant. Et je te racontais que moi à l'époque, le sujet de la responsabilité, on avait des cours de RSE, mais qui étaient vraiment à part. Et c'était déjà un peu révolutionnaire pour l'époque d'avoir des cours de RSE en école de commerce. Mais la responsabilité, elle n'était pas du tout abordée dans le marketing. Alors que toi, là, aujourd'hui, tu m'as expliqué, tu donnes des cours sur ce sujet-là. Comment est-ce que tu vois que le marketing a évolué au fil du temps pour arriver dans la situation dans laquelle on est, où il est aussi souvent critiqué ? Alors c'est vrai qu'il est vraiment aujourd'hui sur le fait de la critique, hein. D'ailleurs Mhm. l'expression c'est du marketing, c'est rarement positif, comme c'est de la com d'ailleurs. Pour répondre à ça, faut dézoomer un peu, si tu es d'accord, prendre un peu Ouais. de recul et aller regarder dans l'histoire. Alors l'histoire du marketing, elle est jeune, cela dit, enfin, elle a une centaine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a pris racine et sur quelle base il s'est construit. En fait, tout ça, ça vient d'abord de la révolution industrielle et Mhm. de la situation inédite de, pour la première fois dans l'histoire des hommes de concurrence, de situation concurrentielle. Ok. Donc jusqu'à la fin du 19e, le souci c'était de produire et de fournir des denrées aux populations. Et puis à partir de la fin du 19e et tout le 20e, les progrès industriels ont fait qu'on pouvait produire plus facilement et donc sur le marché arriver des produits qui se trouvaient en concurrence. Donc situation inédite, le souci il n'est plus de produire, il est d'écouler la marchandise. Ça correspond aussi à d'autres phénomènes qui ont eu lieu exactement aux mêmes périodes. La structuration du commerce, la création des grands magasins, puis des magasins populaires fin 19e, début 20e, puis l'arrivée du libre-service. On voit que ça s'est entré en synergie et un progrès, si on peut qualifier ça de progrès, a amené un autre. Et puis, parallèle, la situation de la presse aussi, Mhm. extrêmement vivace d'un point de vue opinion publique, opinion politique, mais qui n'arrivait pas à vivre de son modèle économique, donc qui a ouvert ses colonnes aux annonces et a permis de la création de la réclame. On pouvait parler de sa production dans les journaux, mais on devenait concurrent du voisin, il fallait se donner un nom. Donc le concept de marque est arrivé comme ça. Et assez rapidement derrière, on a compris que finalement, il y avait un marché, il y avait des consommateurs, il y avait des distributeurs, que les distributeurs incitaient les fabricants à se donner un nom, donc à créer une marque et à faire de la réclame pour que les Mhm. produits s'écoulent dans les boutiques. Donc c'était un cercle qui s'est encouragé, enfin un terreau fertile au développement du concept de marque, à la structuration du commerce, à une meilleure compréhension de la consommation. Donc Mhm. finalement, tout ça, c'était déjà du marketing, même si le mot n'existait pas. Et, euh, et, en fait, il est apparu dans les années 20, les années 30 aux États-Unis euh, pour, euh, pour essayer de structurer cette réflexion, cette nouvelle approche des marchés qu'avait permis la révolution industrielle.
Donc à l'origine, on est plutôt sur une dynamique positive, constructive, de création de valeur, de création de richesse, qui a aussi permis de rendre les denrées accessibles aux classes populaires et de les faire gagner en confort. Il a aussi permis de mieux traverser des crises comme la crise de 29 ou même la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Donc cet apprentissage de techniques pour écouler la marchandise et apporter des denrées à des prix accessibles aux populations. Il y avait même un mouvement de sociologues qui voyait un vrai progrès social et populaire. Donc à la base, le marketing, il n'a pas du tout l'image qu'on peut lui donner aujourd'hui d'être destructeur. Je suis la première à le critiquer, mais il est pas né pour être destructeur. Voilà, il n'y avait pas de volonté mauvaise à l'origine. Le problème, c'est que même sans volonté mauvaise, ça a quand même créé un imaginaire du bonheur par la consommation. Ouais. Que cette société dite de consommation qui est arrivée un peu plus tard, dans les années 60 et jusqu'à la fin du 20e, eh bien, elle s'est souvent faite au détriment de la qualité, au détriment des populations du Sud à qui on a confié cette production, ou des populations d'Asie qui est devenue l'usine du monde, au détriment des savoir-faire traditionnels locaux, au détriment de l'environnement, au détriment des ressources, etc. etc. Donc cette course à l'accès à la consommation, évidemment, le marketing est son initiateur. Et évidemment, on sait aujourd'hui que c'est destructeur et délétère. Ouais, et selon toi, à quel moment ça a vraiment basculé? Parce que là, il y a effectivement, un peu le socle de base que société de consommation qui certes, en plus, va au détriment de plein de choses, mais j'ai envie de dire que la critique du marketing aujourd'hui, elle va même un peu plus loin, dans le sens où, c'est pas juste une société de consommation qu'on est en train de créer, mais une société de surconsommation, de création, de peur et de doute chez les consommateurs. Enfin, à quel moment on a vraiment basculé de juste on essaye de répondre à un besoin à en fait on va créer des besoins pour vendre des produits? Alors, je ne sais pas s'il y a un moment, mais il y a plutôt peut-être un état d'esprit qui est du toujours plus, toujours moins cher, toujours plus vite. Et que là, il y a une espèce d'accélération à partir des années 90, hein, je serais assez tentée de dire ça. Alors, il faut aussi qu'on soit juste, c'est-à-dire que c'est pas le marketing tout seul qui le marketing, c'est le bras armé d'un système. Mmh. Donc, on reproche beaucoup de choses au marketing, mais ce sont les entreprises qui décident de faire ce marketing-là pour servir leurs intérêts. Mmh. Le marketing, c'est pas une force occulte qui se promène toute seule, hein. Il y a bien des gens qui décident de ça. Et donc, c'est un système économique qui est à questionner, de ce toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher. Mmh. Euh, et on sait aujourd'hui, en effet, qu'il est délétère et qu'il peut aussi être contre-productif. Et on arrive aujourd'hui à un moment particulièrement intéressant à observer où on se rend compte que ce marketing dont on a un peu dressé le mythe d'une toute puissance, ben on se rend compte que ça marche pas à tous les coups, Mmh. qu'il y a beaucoup d'échecs marketing, Ouais. on vient de voir là ces derniers mois des belles, je dis belles parce que historiques ou populaires marques françaises, notamment dans le domaine du textile, sont en liquidation ou en dépôt. Et pour autant, elles faisaient du marketing. Donc, est-ce qu'il y a eu des défauts à un moment ou un autre de la réflexion, de la stratégie, ou est-ce que d'autres sont allés plus loin, plus fort pour prendre leur place? C'est une vraie question. Pour moi, il y a une question centrale dans tout ça, c'est l'obsession du prix bas. Mmh. Et alors, c'est pas très politiquement correct hein, de mettre ça en cause en ce moment, parce qu'on sait que la question du pouvoir d'achat est extrêmement sensible et extrêmement prégnante pour une partie de la population. Mais le fait d'être dans cette course permanente au prix bas, d'abord, c'est pas du marketing. Enfin, on n'a pas besoin de marketeurs pour faire des prix bas, il faut des bons Ouais. acheteurs. C'est pas une stratégie, ça ne crée pas de valeur, ça n'aide pas des entreprises à long terme, ça n'aide pas les salariés de ces entreprises à long terme. Enfin, on voit bien qu'on est là dans un système hyper dangereux, court-termiste, Ouais. destructeur de compétences. Enfin, c'est hyper dangereux de continuer
à revendiquer ce prix le plus bas en permanence. En tout cas, pour moi, on sort du marketing. Là, très clairement, on est dans autre chose. Et ça pose évidemment la question éthique. Par rapport à cette, contre-productivité dont tu parles, aujourd'hui, est-ce que ça viendrait pas aussi du fait qu'il y a encore, 5, 10, 20 ans, les techniques du marketing, c'était uniquement des personnes qui faisaient du marketing qui les connaissaient et ça restait s'il fallait avoir fait, soit une école ou avoir été formé et cetera et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre l'avènement d'internet et même là depuis, un peu plus d'1 an, ChatGPT, les outils d'IA et cetera, toutes ces techniques-là, non seulement sont beaucoup plus accessibles, mais en plus beaucoup plus connues et donc des stratégies qui fonctionnaient bien il y a 5-6 ans, bah, aujourd'hui, en fait, quand on les voit venir, c'est-à-dire que j'en parlais juste avant avec un client, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand il contactait des prospects par email, avec un mail bien écrit, avec un contexte, etc., le prospect peut vous dire ah, super intéressant, cette personne a pensé à moi. Aujourd'hui, s'il fait exactement la même chose, la personne va être là attends, où est-ce qu'il a trouvé mon email où est-ce qu'il a été trouver mes données personnelles, etc. Il y a beaucoup plus de connaissances aussi sur tous les rouages qui sont derrière. Alors beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de systèmes automatisés, beaucoup plus de données qui se baladent dans tous les sens. L'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte de contrôle globalisée de tout ce système en fait. Et que tout à l'heure je disais, le marketing il n'est pas tout seul, il est dans un système et il est dans les entreprises. Mais je crois qu'il faudrait associer au marketing et aux entreprises le public, les consommateurs, le législateur, et puis qu'on n'est plus dans des frontières fermées avec des systèmes de régulation possibles pays par pays, mais on voit bien qu'aujourd'hui les, la régulation, enfin, voilà, les frontières ne permettent pas la régulation. Donc ça change évidemment beaucoup de choses. Et, et en fait, si nous-mêmes, en tant que public, consommateur, contributeur, producteur de contenu, euh, bah, finalement, on cherche à consommer ou des produits ou des services ou de la donnée ou des vidéos ou je ne sais quoi encore, et que pour ça, ben, on accepte, sans se poser trop de questions, de confier nos données, enfin en tout cas de laisser partir nos données sans savoir où elles vont, à quoi elles vont servir, mais finalement, bah, on se fait nos petits arrangements avec ça parce que ça nous apporte un petit peu de confort immédiat. Donc précédemment, c'était pour du confort matériel de produit. Aujourd'hui, c'est nos petits arrangements pour avoir la vidéo quand on veut, où on veut. Il y a une grande nécessité d'une prise de conscience globale de ce qui est en train de se jouer. Et avec j'avais rajouté une autre couche, c'est que tout ça était plutôt dans un monde adulte. Et aujourd'hui, il se diffuse dans le monde des plus jeunes, voire des enfants qui eux aussi contribuent, laissent des données partout et naviguent dans ces Ouais. univers dont ils ne comprennent absolument pas les potentialités ou les dangers. Face à ce défi actuel, selon toi, quelle est la responsabilité éthique des marketeurs? Les marketeurs, ouais, il y a 10-15 ans, je me souviens avoir rencontré des tas de gens du marketing, que moi je commençais à prendre la parole sur ces questions-là, Mmh. qui me disaient oh là là, mais moi aussi je pense ça, mais je pense ça dans ma vie privée, mais dans mon métier, je suis obligée de continuer à faire comme avant. Ouais. Et puis, ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, on est conscient des impacts et qu'aujourd'hui, les entreprises, globalement, dans leur majorité, ont aussi pris conscience de leurs impacts. Donc, bon, là, on vient de dresser un portrait super noir, mais la RSE, elle a quand même fait son travail depuis 10 ans, les questions de responsabilité, de mesure d'impact, d'impact social et environnemental. C'est une réalité dans beaucoup d'entreprises. Donc ça permet de questionner la responsabilité de l'entreprise, du marketing, de la communication. On voit que les expérimentations se multiplient, que notamment les expérimentations, ce matin je parlais d'économie circulaire, de ralentissement de la production dans certaines industries, de gestion des déchets dans d'autres. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de bouger et de bouger finalement assez vite. La loi aussi vient contraindre les entreprises qui n'y iraient pas par elles-mêmes. Donc ces marketeurs-là, aujourd'hui, ils sont plutôt pris dans un mouvement d'évolution et de transition de leur métier, mais aussi de leurs compétences. En tout cas, les futurs que l'on forme actuellement, ils seront
former à ces nouveaux modèles économiques. Mais ce que l'on comprend mieux aujourd'hui, je pense, j'espère, c'est que justement, le marketing n'agit pas tout seul dans son coin, mais bien au sein d'une entreprise, d'une filière, d'un secteur, dans un contexte économique. Et j'espère aussi avec ces publics qui doivent eux aussi euh, accepter certains efforts, d'efforts de prix, soit d'efforts de temps, soit d'efforts de moins de confort immédiat, enfin, ou de moins de changement, ou de moins de renouvellement. Il va falloir qu'on s'interroge tous collectivement sur les ressources que l'on gaspille. Donc le marketeur aujourd'hui, voilà, il est au centre de tout ça. Euh, je pense qu'il a en termes d'intérêt intellectuel, qu'il a un rôle absolument passionnant à jouer s'il a envie de s'investir sur ces questions. Moi, personnellement, je trouve que c'est une période hyper intéressante dans le sens, effectivement, le marketing n'est pas tout seul à faire ses choix et à pouvoir faire des changements, mais justement, il est aussi intrinsèquement lié à énormément de fonctions de l'entreprise qui sont hyper stratégiques et qui fait qu'il peut avoir cet impact de décision de qu'est-ce qui est mis sur le marché, qu'est-ce qui est communiqué aux consommateurs ou aux clients. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant, ma grande difficulté, c'est une question que je pose régulièrement sur ce podcast, c'est même si les choses sont en train de changer, j'ai quand même l'impression que des fois, on reste une minorité à essayer de vouloir faire les choses différemment. Encore ce midi, je voyais passer un webinar sur la scalabilité et les systèmes d'automatisation en marketing, en tunnel de vente, etc. Et les discours qui étaient là, c'était en fait, plus tu automatises, plus tu pourras faire de ventes et tu auras juste à mettre plus de publicité et tu gagneras plus d'argent et plus tu auras d'argent, plus tu pourras investir et plus. J'étais là genre, crise d'angoisse. On est tellement biberonné à cette idée de croissance et du toujours plus que c'est des fois difficile d'être à côté et d'essayer de vendre un projet de marketing qui soit pas lié à cette hypercroissance, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Et il y a des moments où, quand on travaille sur ces sujets-là, on est dans une immense lassitude, quoi, parce qu'on se dit, mais ah, ok, là on a avancé, là on a avancé, là je vois des expérimentations, et puis d'un seul coup, il y a un Amazon qui vient tout balayer et qui livre par millions de colis, dont un pourcentage certain de colis perdus. Ouais, c'est désarmant. Mhm. Et l'arrivée de l'IA, même chose. D'un seul coup, j'ai participé à un séminaire hyper intéressant de l'IA en communication, notamment dans les agences de communication. Et certains discours sont en effet totalement affolants. C'est-à-dire quand c'est encore pour produire plus vite des campagnes, produire moins cher des campagnes, et, et être encore dans cette course. Et là, on se dit, en fait, voilà, tout ça pour ça, mais à quel moment on va s'arrêter de faire le hamster dans la roue, quoi. Mhm. Donc, alors que d'autres ont une approche beaucoup plus enrichissante sur la façon dont ils vont challenger leur propre façon de faire leurs images ou d'apporter davantage de qualité. Mais est-ce que c'est la nature humaine? Mais je sais pas, faut qu'on s'autocontrôle en permanence, ça, c'est clair. Justement, dans ton livre, tu parles de marketing implicatif comme une voie parallèle, différente du marketing traditionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ce livre, alors, il est né en fait pour moi vraiment d'un besoin. Je ne pouvais pas ne pas l'écrire. J'en étais arrivée alors en tant que prof de marketing, hein, où, c'était une vraie dissonance cognitive. Et là, je me suis dit, bon, soit je change de métier, je pars élever des chèvres en Corrèze, soit j'interroge la discipline pour voir ce qu'on peut faire avec. Et donc l'idée du marketing implicatif, ça a été de se dire finalement, en marketing, il y a des compétences merveilleuses qui sont de savoir écouter, savoir adapter, savoir influencer. Mhm. Et ces compétences-là, en fait, c'est le cœur du savoir-faire marketing. Si on le met au service d'un propos ou d'un projet durable, soutenable, et notamment de réconciliation des entreprises avec leur public, Mhm. euh, on aura utilisé la bonne facette du marketing pour faire des choses mieux.
et peut-être arrêter d'être dans la course et peut-être retrouver un peu d'apaisement aussi dans notre relation à la consommation et dans notre relation au monde, même d'une manière plus philosophique. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était une idée de réconciliation parce que le grand constat qu'on fait aussi, c'est que quand on interroge les gens sur leur confiance dans les marques, ben, il y a un Français sur deux qui dit qu'il n'a pas confiance dans les marques, il y a un Français sur deux qui dit qu'il n'a pas confiance dans les entreprises. On se dit alors, un siècle de marketing et de communication pour arriver à ça, ben, ça marche pas en fait. Et pour autant, des publics qui veulent encore et toujours consommer. Donc Ouais, il faut naviguer dans ces paradoxes permanents, mais que je suis absolument convaincue qu'on peut le faire d'une meilleure manière en accompagnant, en faisant la pédagogie, euh, et puis surtout en questionnant pas seulement le marketing, mais les business models ouais. d'une manière beaucoup plus complète. Donc c'est ce que j'explique dans le livre, parce qu'une fois que dans une première partie du livre où je critique, j'avais vraiment un grand besoin de critiquer, puis une fois que je suis arrivée là, je me dis bon ok, maintenant il faut proposer des choses. Et donc l'idée, ça a été aussi de se dire, bon, on peut utiliser des concepts classiques du marketing pour raisonner différemment, et notamment s'appuyer sur le concept de marque qui peut être hyper intéressant pour porter des valeurs et pour porter des dimensions positives à condition d'avoir des contrats de marque qui soient cohérents, qui apportent à la fois de la satisfaction transactionnelle au consommateur, Mhm. c'est-à-dire lui apporter ce qu'il est venu chercher, mais aussi des valeurs mais aussi une satisfaction émotionnelle dans son rapport à la consommation ou dans son rapport aux autres. Donc c'était aussi de s'interroger sur tout ça. Je me suis autorisée par exemple à regarder la pyramide de Maslow en me disant mais en fait est-ce qu'on peut aujourd'hui la regarder différemment? Et puis on se rend compte que elle date de 1943, donc le monde a changé et en effet les motivations du consommateur elles sont pas les mêmes aujourd'hui que en plein milieu du XXe, qui a des dimensions d'existence sociale et sociétale qui sont différentes, qu'on sait aujourd'hui qu'on arrive à la fin de certaines ressources, donc que Mhm. de toute façon il va falloir faire autrement, et que nos besoins, je me souviens quand j'étais étudiante et qu'on m'apprenait la pyramide de Maslow, on passait très vite les premières bases parce que bon bah ça c'est bon, on a tous de quoi manger, on a tous chaud, on a tous à boire. Et puis là on se dit ah ben en fait maintenant c'est plus sûr du tout quoi. Les besoins liés à la subsistance ne sont plus garantis. En plus on regardait ça que de notre point de vue de société occidentale, mais aujourd'hui, y compris dans les sociétés développées et occidentales, on n'est pas sûr que ça va durer. Donc notre existence, elle est liée aux autres et à notre capacité collective à faire différemment. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois, avec ce prisme du marketing implicatif, comment est-ce qu'une entreprise peut vraiment opérer sa transformation, notamment de ses offres, vers des offres qui soient plus durables et plus responsables? Je pense que la clé, c'est de réinterroger le business model et de réinterroger sa filière, c'est-à-dire du début à la fin, en partant des ressources qu'elle utilise et qu'elle consomme, en interrogeant la façon dont elle produit, l'impact de sa production, ce qu'elle provoque chez les publics auxquels elle s'intéresse, et jusqu'aux déchets de la consommation de ce qu'elle a produit et qu'elle doit prendre en compte cette responsabilité élargie. C'est devenu une loi d'ailleurs, hein, donc de toute façon maintenant elle est légalement dans l'obligation de se questionner sur ces sujets-là. Donc je rentre par le prisme du marketing parce que c'était mes lunettes, Mhm. mais très vite, bien sûr, c'est le business model qui doit être interrogé et c'est aussi la nécessité, je pense, de sortir des modes organisationnels de la fin du XXe et encore du début du XXIe, qui existent encore beaucoup, c'est-à-dire des silos. C'est-à-dire que si on fait chacun dans son coin dans une entreprise, on n'arrivera pas à avoir un projet de responsabilité tenable. Je crois qu'il faut, je ne sais pas si ça se dit, mais désilotiser les organisations et passer en mode projet pour un pilotage global des impacts environnementaux et sociaux de ce que l'on fait. Donc, dans le marketing applicatif, il y a cette notion de transversalité, de collectif, c'est-à-dire que l'entreprise n'agit pas toute seule dans son coin, mais elle agit
avec les gens qui lui amènent de la matière, avec ses fournisseurs, mais elle doit aussi agir avec ses collaborateurs, en les intéressant au dispositif, avec les publics qui consomment ces produits, y compris avec la filière peut-être qui va gérer les déchets. Et c'est ce travail en collectif qui va permettre des progrès qui soient des progrès tenables. Et une prise de conscience à chaque étape de, des impacts de nos actes. Et aussi peut-être sortir de cette logique d'ultra concurrence qui, tu disais, c'est comme ça qu'a émergé le marketing, mais effectivement, là, on est surtout dans des secteurs hyper concurrentiels où l'autre entreprise est l'ennemi et il faut du coup réduire absolument les coûts, être plus rapide, etc. Et moi, en tant que freelance en marketing, positionnée sur marketing digital et marketing responsable, les autres freelances qui sont sur le même secteur, je les vois pas du tout comme de la concurrence avec lesquels je suis en compétition. Et pourtant, j'ai un esprit compétitif très élevé, Mais tu mais travailles avec eux, je tu travaille avec réfléchis eux, avec eux, exactement. Ouais. bien sûr. Moi, je travaille beaucoup pour le secteur de la mode. Un des partenaires de la chaire, c'est le groupe ERAM. Un des partenaires précédents, c'était le groupe Galeries Lafayette. Donc, je travaille beaucoup sur ces sujets-là. C'est un secteur en mutation. Et la Mhm. grande révolution de ces secteurs, depuis à peu près 5 ans, c'est qu'ils se sont mis à travailler ensemble. On ne pourra pas régler la question de la ressource si on ne le fait pas en collectif. On ne pourra pas régler la question des déchets si on ne le fait pas en collectif. On ne pourra pas régler la question de la réindustrialisation du pays si on ne le fait pas en collectif. Ouais. Donc il y a une dynamique incroyable, c'est assez spectaculaire de voir comment cette filière elle est en train de se réorganiser avec des marques qui en effet se faisaient la guerre, qui maintenant travaillent ensemble, qui ont des partenariats de production, de gestion des déchets, de recherche, et de voir ce que ça produit comme, comme fierté. Ça, c'est vraiment un phénomène hyper intéressant, c'est que ça recrée du sens pour les collaborateurs. Alors, il y en a plein que ça bouscule parce que on leur demande de travailler différemment, d'accueillir des offres un peu bizarres en économie circulaire, enfin, des choses qu'ils ne faisaient pas du tout. Et il faut les former, il faut les accompagner, mais dès qu'il y a la prise de conscience du pourquoi on fait ça, ça a un effet sens et fierté qui est très très intéressant. Donc ça, c'est une des belles victoires, je trouve, de ces dernières années. C'est de réussir à travailler ensemble. Alors, faut pas être naïf, hein, ça veut dire aussi qu'en face d'eux, ils ont des concurrents qui sont bien pires que ceux contre qui ils se battaient, qui étaient leurs voisins, et, euh, et notamment en concurrence mondiale. Ouais. Donc quand il y a des marques qui essayent de faire mieux en responsabilité, en production sur le domaine de la mode et qu'en face il y a un Primark qui déboule, évidemment là aussi on peut avoir des grands moments de désillusion. Et justement, face à cette situation, toi, ça serait quoi ta réponse à cette inquiétude? Moi, j'essaie dans mon coin de faire des choses bien, de mettre en place un marketing responsable, éthique, et du coup, ça implique aussi des choix et des renoncements à des stratégies qui sont peut-être plus efficaces, plus rapides, etc. Cette inquiétude elle est légitime parce que Mhm. il y a vraiment une lutte au quotidien contre des attaques qui paraissent totalement démesurées et très injustes. C'est Ouais, toute l'actualité de la crise agricole que l'on vit actuellement et comment promouvoir de l'alimentation durable face à des importations à prix bas, comment promouvoir de la mode durable face à Chine ou aux autres. Euh, c'est quand même très déroutant et ça veut dire qu'il faut vraiment croire dans le moyen terme pour tenir, parce que les autres ne sont que dans le court terme. Mais ça veut dire aussi qu'on est vraiment dans une problématique. Tout à l'heure, on disait que le marketing, c'est d'abord dans l'entreprise et dans un contexte, mais là, c'est une question de société. Et ça va être des choix de société, notamment des choix politiques. Il y a d'ailleurs un projet de loi sur l'interdiction de la communication pour les entreprises de la fast fashion, par exemple. Il y a un moment donné où, en effet, il va plus être possible d'accepter des industries qui détruisent de la ressource, du social et qui reproduisent des imaginaires de consommation complètement ubuesques.
On sait que ce n'est pas tenable. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'effondrement avant de réagir? J'espère que non. Mais, mais voilà, enfin, je pense qu'il y a des alertes à mettre en permanence et qu'on est aussi sur des choix de société, sur des choix de société, vraiment. Donc là encore, hein, pédagogie, pédagogie, pédagogie. Moi, je vais dans les lycées sensibiliser à la question de la mode responsable, par exemple. Ou à des choses toutes bêtes, en disant, voilà, ne mettez les vêtements dont vous ne voulez plus, ne les mettez pas à la poubelle. Ouais. Déjà, hein. Mais il y a aujourd'hui des dispositifs de récupération qui vont faire que chaque étape doit être questionnée. Moi, c'est un truc qui me rend dingue quand je vois des meubles ou des vêtements dans la rue, alors que j'habite littéralement à 500 mètres d'un lieu de dépôt, les Petits Riens, qui est le Emmaüs belge, et que, enfin, je suis là, enfin, il y a 3 minutes à pied à faire, et tu Mhm. déposes ton étagère. Enfin, pourquoi la laisser pourrir dans la rue? Notre conversation là, ça me fait penser à une étude que j'avais découverte, et il me semble de mémoire, partagée par Vincent Balusso, qui est professeur à Audencia, qui était mon professeur d'ailleurs quand j'y étais. C'est une étude qui dit qu'il y a plus de consommateurs de Shein qui font des déclarations comme quoi ils préfèrent acheter des produits, vêtements, etc., responsables que la moyenne des consommateurs. Et là, j'ai le chiffre sous les yeux parce que j'ai retrouvé. Par exemple, si on demande à quelqu'un, enfin, la moyenne des consommateurs vont dire, 53% vont dire oui, je suis prêt à payer plus pour un produit responsable. Et en fait, ces statistiques, elles passent à 67% pour des consommateurs de Shein. Enfin, moi, là où je trouve ça difficile, du coup, c'est cette espèce de dissonance qui existe aussi même chez le consommateur, quoi. C'est vrai nos sujets, beaucoup la nature humaine. Mhm. Donc, avec tous ces paradoxes et avec à la fois tous ces aspects très enthousiasmants, parce qu'on sait que quand les gens veulent des choses, ils sont capables de déplacer des montagnes, et puis toutes ces incohérences qui produisent, multipliées par X milliers de personnes ou millions de personnes, qui produisent des désastres. Donc, Mhm. là encore, ne jamais cesser d'informer, mais je pense que l'information ne suffit pas et, et il y a un gros sujet depuis quelques mois et je suis assez convaincue de sa nécessité, c'est la question des imaginaires et des nouveaux récits. Et aujourd'hui, on est à un moment particulier d'une espèce de fin de système de surabondance. C'est presque orgiaque à ce côté. Moi, quand je vois des vidéos d'influenceuses qui déballent leurs achats quotidiens, Ouais. vraiment un côté très très déroutant. Il y a un côté presque, enfin, il y a un côté psychanalytique, c'est sûr, assez curieux. Euh, mais j'espère vraiment qu'on va réussir. Enfin, déjà, ce qui serait intéressant, c'est les interroger sur leur satisfaction à ce moment-là. Avec la chaire, on a développé un petit dispositif de formation qui s'appelle Slow Fashion Training. Ok. Parce qu'on s'était rendu compte quand on interrogeait les publics qu'ils nous disaient j'ai bien conscience que j'ai un problème avec ma consommation de mode, qu'il va falloir que je fasse moins, notamment, mieux et moins, mais c'est quand même difficile. Le shopping, j'aime ça, parce que les vêtements, j'aime ça, parce que ça fait partie de mon plaisir, mais en même temps, j'ai conscience que je dépense trop. Et donc, on a développé un petit module. On a déjà formé plus de 300 personnes et qui repart d'abord des chiffres. Voilà ce que ça représente l'impact de la mode. Donc déjà, ça remet un peu l'enjeu en place. Mais surtout, on invite les participants à s'interroger sur quels sont les éléments de satisfaction de ces comportements. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est prévoir d'aller faire du shopping, c'est le moment du shopping lui-même, c'est le moment où on sort sa carte bleue son app de paiement, c'est le moment où on sort du magasin avec un sac ou la nuit où on a dépensé tant sur le site en espérant être livré le plus vite possible euh, de ces nouveaux achats. Donc, qu'est-ce qui est vraiment satisfaisant? Combien de temps dure la satisfaction? Est-ce qu'il y a une apparition de culpabilité à un moment ou à un autre? Et Ouais. ça, c'est très intéressant. J'ai formé des adultes et des jeunes. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai à peine passé la caisse que je regrette. Donc là,
prise de conscience de ce comportement addictif qui finalement n'est pas satisfaisant. C'est ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Donc le travail sur les imaginaires, il est fondamental. Et impossible. Or, si j'ai fait l'expérience avec mes étudiants à l'automne dernier, là, d'essayer de décrypter des évolutions d'imaginaire de consommation sur certains secteurs. Et par exemple, en allant visionner des spots de pub du secteur automobile des Ok. années 60 à aujourd'hui, ils m'ont dit, bah, il y a une évolution qui nous est apparue très nette. C'est que les années 70, l'imaginaire de consommation automobile, c'est la puissance et c'est masculin. Il faut que ça fasse vroom vroom et c'est une question d'homme. Et l'imaginaire de l'automobile aujourd'hui, c'est féminin et c'est un sujet d'utilité à un moment donné pour faire quelque chose qu'éventuellement on pourrait remplacer par autre chose. Donc c'est pas impossible de modifier les imaginaires. Si on prend la cigarette, aujourd'hui allumer une cigarette dans un restaurant ou la salle d'attente de chez un médecin, c'est inimaginable. Ben, on n'est pas si longtemps, on le faisait sans se poser de questions. Donc voilà, je cherche aussi des raisons d'y croire, hein, parce que c'est compliqué et qu'en effet, il y a tellement d'injonctions contradictoires, d'informations qui disent ah bon, bah, ça, ok, là, on n'y est pas encore. Mais mieux comprendre pourquoi on consomme, pourquoi ça nous satisfait, est-ce que ce sont des frustrations liées à je ne sais quelle raison de notre vie qui nous pousse à agir comme ça, c'est vraiment une question globale en fait. Mhm. Et il y a un article très intéressant là d'Ouzbek Erika qui est sorti, enfin, en tout cas moi je l'ai lu cette semaine, je ne sais pas s'il est sorti cette semaine, mais qui disait finalement est-ce que bientôt on n'aura pas une garde-robe pour la vie parce qu'on pourra la faire réparer et puis surtout parce qu'on l'aura bien choisi, parce qu'on aura pris le temps, parce qu'on sera dans un autre rapport et à l'objet et au temps, et que finalement tout ça, ça pourrait être super apaisant. Donc je crois qu'il y a vraiment à travailler dans ce sens-là. Ça me fait penser à ce roman Psaume pour les recyclés sauvages. J'ai plus l'auteur là, mais justement il y a un passage où en fait elle parle que dans ce monde-là, parce qu'on est sur un peu une utopie, dystopie, je ne sais pas, mais dans un monde parallèle, il y a chaque être humain sur Terre a un ordinateur qui lui est donné à ses 16 ans et c'est son ordinateur pour toute sa vie. Enfin, c'est-à-dire que et tout le monde en a un, et en plus, il dure toute la vie de la personne, quoi. Donc, on n'est pas dans une obsolescence programmée à devoir changer tous les 2 ans pour quelque chose de plus puissant, plus rapide. Donc, ouais, j'avais trouvé ça hyper intéressant aussi comme concept. Ça me met aussi en mémoire des comportements du passé qui étaient liés à des réalités d'accès Mhm. aux objets, aux ressources, aux matières. Mais le linge, par exemple, ben, Oui, on avait ces draps pour la vie, ça faisait partie de la dot ouais, au moment du mariage. Et c'était possible parce que c'était des matériaux de très très bonne qualité et qui pouvaient en effet durer une vie. Donc ça veut dire qu'il fallait pas avoir d'envie de changer de couleur ou bien un produit qui allait s'abîmer en quelques mois. Donc, alors je ne veux pas dire c'était mieux avant, hein, mais c'était en tout la cas un logique. contexte où on raisonnait différemment. Donc c'est pas impossible de se réinterroger sur nos pratiques. Complètement. Et est-ce que tu vois d'autres défis ou obstacles à l'adoption d'un marketing plus responsable, plus implicatif aujourd'hui? J'évoquais la question du prix tout à l'heure, qui me paraît vraiment très très compliqué à gérer, parce que, en effet, pour une partie de la population, il faut réussir à se nourrir tous les jours et c'est une vraie difficulté. Mhm. Mais pour une partie aussi, c'est pas du tout une difficulté et ça n'empêche d'aller chercher quand même le prix bas. Donc, Mhm. je pense qu'il y a aussi peut-être à mieux répartir l'effort en fonction des capacités de chacun. On arrive tout de suite sur des sujets un peu sociaux, un peu philo, Mhm. et parce que bah oui, c'est vraiment notre vie quotidienne, la consommation et l'alimentation. En fait, on n'a jamais dépensé aussi peu en alimentation qu'aujourd'hui, en pourcentage de notre budget. Plus une société se développe, moins la part de son budget alimentaire est importante. Et pourtant, on trouve que tout ça est trop cher. Mais ça veut dire qu'en fait, on a d'autres préoccupations et que le budget, on veut le mettre ailleurs.
à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est une réalité. Donc, quel effort sont prêts à faire pour obtenir des choses. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet sur non pas le prix d'ailleurs, mais le coût. Combien ça coûte de produire quelque chose, combien ça coûte et qui a travaillé pour qu'on puisse avoir cette chose-là. Repenser toute la chaîne de valeur au sens financier du terme, ça me semble très intéressant. Et ça, je pense que c'est des choses qui pourraient tout à fait être... c'est vraiment du b.a.-ba économique. On pourrait parler de ça aux enfants à l'école primaire. Combien coûte une baguette et dans 1,30 € de baguette, quelle part va à qui, pourquoi, ça permettrait de mieux comprendre finalement à qui on donne l'argent quand on consomme quelque chose et est-ce qu'on a envie est-ce que cette répartition nous paraît juste? Ça pourrait être intéressant. Je parlais de ça à des étudiants à l'automne et il y a un étudiant qui m'a dit mais madame, je comprends pas pourquoi vous dites que les prix bas c'est mal. Alors je sais pas tout à fait ce que j'ai dit, mais j'aimerais juste que chacun ait conscience que quand il achète un jean à 10 € en France, il doit vraiment savoir que c'est pas possible que ce produit ait été fabriqué dans de bonnes conditions, c'est pas possible que ce produit soit de bonne qualité, que l'essentiel du coût de ce produit il est passé dans du transport ou dans la marge de quelqu'un qui n'a pas fait lui beaucoup d'efforts. Voilà, soyons conscients d'où va l'argent de notre consommation. Florence, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? À l'avenir, à mes étudiants, à tous ceux qui, j'espère, vont faire mieux. Je trouve ça vraiment inspirant et encourageant de voir que justement les écoles, et notamment mon école, prennent aussi des directions complètement différentes sur l'enseignement du marketing et du business en général. Et du côté de la partie école de communication, on est vraiment justement dans le travail sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires, la déconstruction de modèles de consommation, et c'est absolument passionnant. Et justement, toi qui es en lien et en connexion directe avec cette future génération de marketeurs, si tu pouvais recommander une seule action que tous les marketeurs, ceux d'aujourd'hui et de demain, devraient adopter pour contribuer positivement à notre société, quelle serait-elle? Je leur conseillerais dans leur pratique de créer un comité de travail, de réflexion, qui rassemble un collaborateur, un fournisseur, un habitant du territoire, un client, un représentant de la nature, un représentant social, un représentant du CODIR. Voilà, de mettre autour de la table au moins un représentant de chacune de ces personnes-là pour en permanence se réinterroger sur le pourquoi on fait les choses et en quoi notre existence de cette entreprise produit du positif pour la société. Merci de ce partage. Et merci pour cette discussion passionnante sur le marketing et ses impacts sociétaux et environnementaux. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.